Alors tout pourrait partir d'une discussion avec une plante grasse et d'un téléviseur dans les Dolomites. Voici plus de 5 ans qu'a germé l'idée de mener une recherche sur le compositeur, improvisateur américain Alvin Curran, dans sa ville de Rome. Ce projet a pris forme à la suite de 2 événements anecdotiques. D'abord une question, ressemblant à une bouteille jetée à la mer, que m'avaient posé les artistes Elise Florenti et Marcel Turkowski, alors qu'ils développaient leur film japonais Conversation avec un cactus. Elise et Marcel m'avaient écrit alors qu'ils souhaitaient solliciter l'autorisation de Curran afin d'insérer un extrait de l'une de ses pièces électroniques, Canti Illuminati, au sein de leur film. Alors l'idée que je puisse leur donner son adresse n'était pas totalement saugrenue, mais le fait est que je ne connaissais pas son adresse. Or, celle-ci pouvait se trouver en un clic en consultant son site internet. Ce que je me suis mis à faire, ce qui m'a amené à passer des heures à explorer, totalement émerveillé, son contenu foisonnant, et de fil en aiguille à m'immerger plus attentivement dans la partie électronique de son répertoire que je connaissais déjà sans que je m'en sente pour autant familier. Quelques mois plus tard, une coïncidence a fini de mettre la musique de Curran au centre de mes préoccupations, alors que je me trouvais dans une auberge près du lac de Misurina, dans les Dolomites. J'allumais le poste de télé suspendu à un mur de la chambre et, stupéfait, je prenais en cours de route une improbable émission d'une chaîne culturelle italienne, Uninettuno, consacrée à Curran. Dans un italien sévèrement teinté d'accent Nouvelle-Angleterre, il évoquait, sous la forme d'une conférence filmée, pendant près d'1 heure, son parcours et l'influence que la Méditerranée avait exercée sur sa musique. À l'automne 2015, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de le rencontrer chez lui, à Rome, et lui soumettre un projet de recherche sur son œuvre. Ça fait aujourd'hui 3 ans que j'ai achevé un séjour de recherche d'1 an à la Villa Médicis, à compulser ses archives. L'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de partager avec vous certaines considérations sur cette recherche, toujours en cours, me semble être l'occasion de revenir sur la genèse de ce projet pour mieux mesurer les écarts entre mes intentions, intuitions, et là où je me trouve aujourd'hui. Et c'est peut-être d'ailleurs dans ces écarts que cette invitation à parler prendra le plus son sens, du moins je l'espère. Alors je vais donc faire dans un premier temps quelques pas en arrière pour revenir à l'endroit où je me trouvais lorsque j'ai formalisé le projet. Je sortais alors de ma première entrevue avec Curran, dans l'appartement que j'avais fréquenté pendant 1 an, au dernier étage d'un imposant immeuble des années 30, niché derrière le Colisée. Sous le titre de Temps désaccordé, Alvin Curran, ou une histoire romaine de la contrebande musicale, le projet de recherche que j'ai déposé à la Villa se résumait en ces mots. Amorcé dans les années 60, le travail de ce Romain d'adoption, depuis 64, se déploie au croisement de la composition, de l'improvisation, de l'électronique et de la musique instrumentale, de la danse, de l'installation sonore, la création radiophonique et de pièces sonores dans l'espace public. Au travers d'une étude en archives, d'entretiens, de conférences, de concerts, il s'agira d'examiner l'apport de cette figure à l'histoire de la création contemporaine, tout en s'interrogeant sur la façon dont une pratique artistique expérimentale peut faire histoire. Étudier le parcours de cet artiste, c'est aussi s'attarder sur une page cruciale et néanmoins encore peu abordée de l'avant-garde musicale, l'histoire des arts vivants, où se rencontrent Living Theatre, Trisha Brown, Pistoletto et Antonini. C'est enfin tenter d'écrire dans l'épaisseur du trait qui sépare 2 échelles de temps, le temps long de la ville de Rome et l'urgence de la scène artistique à laquelle Curran a participé. Mais au fait, qui est Alvin Curran ? Alors, né en 1938 à Providence, dans le Rhode Island, Curran est diplômé des départements de musique de Brown et de Yale. Il part à Berlin en 1963 au bénéfice d'une bourse, puis à Rome où il s'installe en 1964, en décembre 1964, pour ne plus en repartir. Il y cofonde avec 2 amis comme lui, compositeur américain diplômé de la Ivy League, expatrié en Italie, Richard Teitelbaum, Frédéric Chesky, tous les 2 décédés ces derniers mois. Le collectif d'improvisation Musica Elettronica Viva, MIV, au sein duquel il se produit entre 66 et 71 plus de 200 fois en concert en Europe et aux États-Unis. Dans les années 70, il compose une série de 4 pièces solo pour synthétiseurs, voix, objets, trouvés et sons environnementaux. Cette décennie est suivie par l'écriture de pièces solistes, radiophoniques, électroacoustiques, mais aussi d'installations sonores. Et jalonnant les années les plus récentes de ce parcours, peu orthodoxe, on peut citer Inner Cities, 96-2011, suite de plus de 5 heures de 14 morceaux pour piano, instrument dont il est ce que l'on peut appeler un virtuose. Également pédagogue, Curran a enseigné l'improvisation vocale à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome de 1975 à 80 et occupé de 1991 à 2006 la chaire de composition d'Arius Milhaud à Mills College, à Auckland.
Alors que se développent d'excellentes études sur les arts sonores qui permettent aujourd'hui une relecture fondamentale de l'histoire de l'art des années 60-70, l'œuvre de Curran n'a encore jamais fait l'objet de travaux approfondis. Il n'existe aujourd'hui aucun ouvrage de référence à son sujet, à l'exception de l'édition italo-anglaise Live in Rome, qui est un outil idéal pour accéder à son œuvre, mais qui ne saurait à lui seul suffire à rendre compte de la complexité ou de l'étendue de son œuvre, dans la mesure où il passe sous silence l'essentiel de ses collaborations avec d'autres disciplines artistiques. Au sein de la bibliographie établie par le compositeur, seuls 2 textes en langue française étaient par ailleurs recensés parmi la cinquantaine d'articles consacrés à son œuvre, dans des revues universitaires ou spécialisées. Compositeur prolifique, Curran est aussi l'auteur de pas moins de 70 articles, auxquels il faut notamment ajouter un livre d'artiste, Maritime Rights, ainsi qu'une singulière autobiographie, The Alvin Curran Thick Book, consistant en un ensemble de 200 partitions de photographie. Pour autant, les écrits de Curran, notes de pochette, de programmes, essais, articles, textes théoriques, n'ont jamais fait l'objet d'une publication exhaustive. Alors pour comprendre les raisons de ce timide inventaire bibliographique, je formulerai 3 hypothèses. D'abord, la relative difficulté à se saisir de son travail comme objet d'étude. Celui-ci se situe, comme je l'ai déjà dit, à l'intersection de la composition, de l'improvisation, de l'électronique et de l'acoustique, des musiques savantes, des musiques populaires, de la pratique collective, du travail solitaire, à la fois dans et hors des salles de concert. À cela s'ajoute le fait que Curran, loin d'une posture d'auteur, a multiplié les collaborations, que ce soit avec des artistes visuels, des poètes, des metteurs en scène, des compagnies de théâtre, des chorégraphes, sans oublier ses collaborations avec de nombreux documentaristes, portraitistes d'artistes et de cinéastes. Max Ernst pour la collection Ménil, Pasolini, Fellini, etc. Et autant de cinéastes, au premier rang desquels Antonioni, dont il signe la bande originale, je dirais originale, de son premier film américain, Zabriskie Point, avant Pink Floyd. Deuxième hypothèse, le rapport de défiance qu'entretient Curran vis-à-vis de l'université et de l'institution, ainsi que les prises de position qu'il a défendues, rend complexe toute entreprise universitaire et strictement musicologique pour analyser son travail. Élève d'Elliott Carter, il n'a jamais cessé de lui rendre hommage et continue de saluer ses talents de pédagogue. Enseignant lui-même pendant 15 ans à Mills, Curran n'en a pas moins développé une position éminemment critique à l'égard des institutions culturelles, enjoignant les jeunes compositeurs à sortir de la salle de concert et pointant les motivations économiques qui seraient au fondement d'une culture accordant encore trop de place aux idoles du panthéon musical, occultant par là même les voix de plusieurs générations de musiciens n'ayant eu de cesse, au cours du XXe siècle, de renouveler la composition musicale par les marges. Conlon Nancarrow, Harry Patch, Cage, James Denny, Robert Ashley, pour ne citer que quelques bornes d'une possible contre-histoire américaine. Enfin, à cela, il convient d'ajouter la qualité d'expatrié de Curran, qui a vraisemblablement contribué à renforcer sa relative insularité au sein du paysage musical contemporain. Curran s'installe à Rome en décembre 1964, suite à ce qui s'apparente à un véritable coup de tête, après une année peu conclusive passée à Berlin avec son professeur Elliott Carter, dans le cadre du programme DAD, l'année de la création de la résidence de la Fondation Ford, où il rencontre Stockhausen, Berio, Pousser, Kagel, Ligeti, Stravinsky. À plusieurs reprises, il s'est exprimé sur l'impact décisif de son expérience romaine, découverte d'une langue, de tonalité, de couleur, de timbre, appartenant à une culture méditerranéenne dont il ne maîtrise alors aucun code, exploration d'une nouvelle grammaire musicale, simplifiée au possible depuis la position insulaire de l'expatrié, fréquentant lui-même une communauté d'autres artistes expatriés, mais encore rencontre décisive avec d'autres compositeurs romains, se trouvant eux-mêmes en périphérie des avant-gardes musicales italiennes, et au premier rang desquels Giacinto Chelsea et Franco Evangelisti, dont Curran restera très proche jusqu'à leur mort. En m'appuyant sur les ressources de l'archive, de l'entretien, le projet de recherche que j'avais en tête visait non seulement à retracer, à faire l'histoire d'Alvin Curran, mais également, et il s'agissait là de son volet expérimental, entre guillemets, à faire histoire à ses côtés. Faire histoire, c'est d'abord être aiguillonné par la conscience que l'histoire d'Alvin Curran n'est pas close. C'est donc accepter de faire au présent l'étude d'une pratique encore ouverte, au possible, aux expériences, et qui ne saurait se laisser emprisonner par un récit passé. Faire histoire, c'est encore poser un regard prospectif sur la pratique en cours d'un compositeur, dont le rapport à l'histoire de la musique occidentale, à ses prédécesseurs et à sa postérité, semble très clairement conscientisé. Qu'est-ce qu'être un compositeur prolifique, inventif, strictement contemporain, participant activement à la création d'aujourd'hui lorsque l'on a plus de 80 ans et que l'on a soi-même contribué à faire d'une avant-garde artistique une séquence historique,
c'est-à-dire lorsque l'on appartient déjà à une histoire. D'ailleurs, quel regard pose Curran sur sa propre histoire? Pratiquement, comment faire histoire et actualiser cette proposition en acte? Il s'agissait pour moi de veiller à consacrer une partie de nos échanges à ce qui peut être expérimenté, inventé ensemble, par la production de liens, de situations. Et dès notre premier échange, Curran m'avait confirmé son désir de s'associer à un tel projet entremêlant recherche, pratique, le contact direct avec lui devant permettre, notamment, de tester des hypothèses, d'observer comment certaines pistes peuvent créer un champ de turbulence dans sa pratique. Comme une coupe longitudinale au sein de la recherche, j'envisageais de privilégier 4 axes, pouvant me servir, sinon de grille de lecture, du moins de marqueurs, auxquels je souhaitais rester attentif. Je ne m'étendrai pas sur 2 d'entre elles, qui ont trait d'une part à la question de la filiation et de l'origine, et d'autre part à la question de l'historicisation d'une avant-garde artistique dans une ville aussi stratigraphiée que Rome. Mais il me semble important ici de revenir sur 2 d'entre elles. Une priorité devait d'abord être donnée à la pratique collaborative, transdisciplinaire de Curran, c'est-à-dire une dimension de son œuvre particulièrement peu documentée et commentée, pour la raison qu'elle a pour ainsi dire jamais laissé de traces, faute d'enregistrement. En reconstituant le jeu décloisonné des disciplines artistiques telles qu'ils se pratiquaient dès le milieu des années 60, c'est l'image d'un écosystème de l'art, fait de déplacements, de collaborations fugaces, durables, qui, je l'espérais, pourrait ainsi progressivement se matérialiser. Une attention particulière devait également être portée à la scène artistique romaine, à laquelle Curran avait pris part dès le milieu des années 60. Cette recherche entendait en effet s'attacher à reconstituer le climat culturel et politique romain de ces années décisives et être attentif au rôle des lieux de diffusion, au premier rang desquels les académies, la Villa Médicis, par exemple, où Curran s'est produit plusieurs fois, mais aussi bien sûr l'American Academy, la très active église américaine Simple Within the Walls, animée pendant ces années par le révérend Wilbur Charles Woodhouse, une sorte de Judson Church à la romaine, les concerts hebdomadaires de musique nouvelle organisés par la RAI, le festival East-West Music organisé par Fabio Sargentini, le studio salle de concert de MEV dans le Trastevere, le théâtre Beat 72, etc. Autant de lieux qui ont rendu possible une scène artistique et musicale romaine nourrie par la présence de nombreux expatriés et visiteurs anglo-saxons, Max Neuhaus, Cornelius Cardew, Cy Twombly, Don Cherry, Steve Lacy, Philip Guston, etc. Lieu hautement emblématique entre 66 et 77, la galerie Latico, dirigée par le même Sargentini, a par exemple représenté pour Curran un véritable bout de New York, en plein cœur historique de Rome. S'y produisent alors Smithson, Steve Paxton, Lamont Young, Zazila, Ivan Reiner, Steve Reich, Sol Lewitt, Terry Riley, etc. En même temps qu'un point de rencontre privilégié avec les artistes italiens soutenus par la même galerie. Cornelis, Gilardi, Pascali, Pistoletto, etc. Si l'ouverture Latico, dès 66, non seulement à l'art, mais aussi à la musique, à la danse, à la performance et au happening était exemplaire, du basculement de l'usage de l'espace de la galerie et son adaptation aux nouvelles normes, formes, pratiques et artistiques, elle est aussi symptomatique d'une époque dont Curran est à la fois l'acteur et le témoin, où les digues séparant les disciplines cèdent une à une. Alors, en me replongeant aujourd'hui dans mes intentions premières, je suis saisi par la relative application assez scolaire avec laquelle j'ai poursuivi les objectifs énoncés, en mobilisant l'essentiel des outils exposés, selon les axes qui avaient été définis, alors même que pendant 1 an, je n'ai jamais relu ces notes programmatiques et que j'ai souvent eu le sentiment coupable d'improviser en grande partie mes recherches, en m'affranchissant parfois d'une forme de rigueur méthodologique, en acceptant d'opérer des virages inattendus, et surtout en saisissant les opportunités offertes par Alvin. Si bien que 3 ans plus tard, c'est surtout en termes d'écart que je mesure l'endroit où je me trouve par rapport à l'esquisse du projet, tant les changements, les bifurcations, les surprises sont venus rythmer les mois de recherche. Le premier écart que je peux mesurer, avec mes intentions premières, a trait aux ressources archivistiques disponibles. Si j'avais pu me rendre compte, lors de ma première visite à Rome, de l'existence de classeurs ordonnés dans une bibliothèque, j'étais loin d'imaginer qu'il n'était que l'arbre cachant la forêt, car les archives d'Alvin sont aussi surprenantes que volumineuses. À Rome se trouvent des dizaines de boîtes, rassemblant près de 55 années de composition musicale, étapes préparatoires, partitions et notes d'intention. Autant de classeurs retraçant une vie consacrée à la musique, en photos, notes de programme, articles de presse, correspondances, affiches. Tout autant que des cassettes, des téraoctets de fichiers de musique imaginés ces 40 dernières années. Mais il m'aura fallu plusieurs mois pour identifier dans une pièce exiguë de la maison de campagne du compositeur, près de Rome, Genzano, plus de 700 bandes magnétiques, consignant pléthore de pièces pour l'essentiel jamais publiées,
de versions de travail, d'enregistrements de concerts, ainsi que des milliers d'heures d'un journal sonore enregistré méthodiquement pendant des décennies, dans lequel les chants de rossignols, des tourneaux, de coucous croisent les voix d'enfants, le bourdon d'abeilles, une pluie de cigales, la rumeur du lungo tevere le long du Tibre, un tonnerre de marteaux-pilons, de trains, de cornes de brume, de sirènes de bateaux, de trompes d'eau, de fontaines, etc. À mesure que ces sons captifs et oubliés sur des étagères sortaient de leur silence, j'ai en fait numérisé une centaine de bandes magnétiques, se dessinaient dans le même temps et avec de plus en plus de netteté, mais cette fois-ci dans le mutisme des archives imprimées, un fil rouge reliant une constellation toujours plus dense de lieux, de paysages, de visages, opérant une coupe entre disciplines artistiques, au point d'équilibre entre marxisme, expérience communale, contemplation de la nature, retraite solitaire. J'en ai déjà mentionné quelques-uns: MEV, Antonioni, Chelsea, Twombly, Cardew, Latico, Evangelisti, Cage, le théâtre Beat 72, les studios de la Rai, mais aussi, et j'y reviendrai, Edith Schloss, Simone Forti, La Via della Luce, La Baie de Lerici, Pistoletto, La Via del Orso, John Jonas, le Laghetto de la Villa Borghese, Maria Monti, Meme Perlini, la prison Regina Coeli, le Living Theatre, les carrières de marbre de Carrare, la maison de Genzano, Melissa Gould, Harmony Range, Mariana Macaire, Trisha Brown, tant d'autres. Si je ne pouvais anticiper ou espérer l'existence d'une telle ressource, elle a grandement contribué à modifier le cours des recherches. Les archives sur bande s'arrêtant au début des années 80, elles ont aussi contribué à borner mes recherches au sein d'une période 64-82. Le premier enseignement des archives et des entretiens menés est qu'ils rendent possible la construction d'une image globale, sinon d'un plan général de l'œuvre, de la dézoomer, de fixer la trajectoire de Curran au sein d'un cadre que l'on peut embrasser entièrement du regard. Ce faisant, ils ont permis d'avoir une compréhension plus nette de la manière dont chaque période de l'œuvre de Curran vient se nourrir de ce qui la précède et se réagence. La trajectoire de Curran est en vérité celle d'un compositeur aux premières amours indélébiles. Pour le jazz, de Jerry Mulligan, Dizzy Gillespie, le Dixieland, la musique yiddish, les spectacles de Broadway. Formé au modernisme musical américain le plus strict, il étudie avec Mel Powell et Elliott Carter, le plus européen des compositeurs américains. À la suite de son installation à Rome en 1964, il rompt dans un geste iconoclaste avec sa formation académique pour se réinventer en une figure inclassable, celle d'un musicien de la marge, qui finirait paradoxalement par se trouver constamment dans l'œil du cyclone, sur la ligne de front de quantité d'innovation, d'expérimentation musicale de ces 50 dernières années. Rétive à toute catégorisation, la musique de Curran ne se laisse jamais aussi bien saisir que dans l'hybridation et traverse sans jamais y adhérer discipline, école, en se nourrissant d'une forme de compagnonnage avec la post-modern dance, l'arte povera, Fluxus, le minimalisme, l'improvisation libre, le théâtre d'avant-garde, la poésie expérimentale, le film d'artiste. Simultanément savante et populaire, éruptive et poétique, elle allie, et c'est pas un de ses moindres paradoxes, matériaux les plus élémentaires et technologies de pointe. Un bidon d'essence croise un synthétiseur modulaire Serge, un ocarina fait bon ménage avec un disque clavière, un chauffard ancestral mute dans les lignes de programme d'un patch Max MSP. C'est sans doute au sein du laboratoire d'expérimentation de Musica Elettronica Viva du milieu des années 60 qu'il faut chercher un pan non négligeable de la matrice intellectuelle de la musique de Curran, encore décelable dans son travail actuel. Le virage politique et esthétique que prend alors son œuvre naissante dans un climat pré-révolutionnaire qui préfigure les années de plomb, présente bien les marques constitutives d'une avant-garde décidée à mettre en crise le dodécaphonisme ambiant et inventer de nouveaux futurs. Dissolution dans le collectif de la figure de l'auteur, rupture des digues séparant composition et improvisation, instruments acoustiques, électroniques et objets amplifiés, dynamitage des fondations bourgeoises sur laquelle la musique se perpétue par l'invitation faite au public à jouer avec des musiciens dans des espaces industriels, dans la rue, etc. Dès le début des années 70, néanmoins, avec la mise en pause temporaire des activités de MEV, Curran décide de poursuivre ses recherches seul et dans une économie de moyens, au jerrycan d'essence agip amplifié, à la mbira, à la trompette, à la voix dont il se sert jusqu'alors. Il ajoute des instruments joués, des ocarinas, des coquillages, un synthétiseur VCS3, des fantômes de chansons vernaculaires et surtout cette symphonie permanente qui ne cesse depuis le milieu des années 60 d'enregistrer au contact de la nature. Dans le même temps qu'il réorganise son langage musical en y introduisant la tonalité, l'harmonie,
le compositeur le réduit à des lignes monodiques, captivantes, en sympathie avec ses collègues minimalistes américains, Pauline Oliveros, John Gibson, Steve Reich, Lamonte Young, etc. Mais comme toujours chez Curran, chaque virage qu'il opère vient se nourrir de ce qu'il précède en l'absorbant, venant ainsi enfler la palette des possibles, tout en donnant une directionnalité et une cohésion toujours plus grande à l'ensemble de l'œuvre en construction. Si bien que son travail ne cesse de réconcilier et de contenir des pôles censément contradictoires, constituant une réponse mutante, inédite et pour ainsi dire idiosyncratique, à la fois son propre passeport pour naviguer entre deux continents et époques, et la traduction précise de ses coordonnées géographiques dans le milieu de la création musicale contemporaine, un musicien du Nouveau Monde naviguant dans les cataractes d'une ville éternelle prise dans les soubresauts de la contestation sociale et politique. Et il n'en va pas autrement lorsqu'en 1978, son œuvre, par ailleurs étroitement connectée à de nombreux metteurs en scène, traverse une nouvelle inflexion avec l'idée naissante d'un théâtre musical. Plutôt que de continuer à incorporer la symphonie de la nature dans une musique destinée à être jouée dans des espaces clos, théâtre, salle de concert, friches, etc., Curran décide de transporter sa musique dans le théâtre naturel du monde. Ports, lacs, carrières, tunnels, etc. Ce renversement de perspective, qui n'est jamais que la poursuite d'une même idée, annonce une série de pièces d'envergure jouées en plein air et qui marqueront parallèlement aux nombreuses commandes radiophoniques allemandes dont il bénéficie dans les années 80, l'essentiel de son œuvre pour les années à venir. Alors bien sûr, et de manière générale, les archives ont été instrumentales pour comprendre de nombreuses facettes du parcours de Curran qui n'avaient jamais été publiées. Sur l'importance du jazz, par exemple, dans la formation de Curran. Il en va de même de l'ensemble de l'œuvre pré-MIV, largement documentée dans les archives, mais jamais publiée. Les archives permettent en fait de comprendre la mise en place d'éléments d'écriture, les lignes dures qu'épouse déjà à cette époque son travail, comme les ballons d'essai, des œuvres processuelles, des pièces de musique concrètes, strictement contemporaines de celles de Luc Ferrari, dont il ignore l'existence à l'époque. Les œuvres de commande et de collaboration pour la RAI, le cinéma, la danse, le théâtre occupent une large place, de même que les installations sonores, qui ne portent pas encore ce nom-là à l'époque, qui restent à ce jour assez méconnues, pourtant si chères à Curran. Je pense à Watercolor Music, dont vous avez vu tout à l'heure une vignette, en 64, Magic Carpet en 70, Floor Plan Notes from Underground en 87, avec Melissa Gould, Everybody Dreams Their Own Music, Gardening with John, The 20th Century, The 21st Century, dont une première version a, me semble-t-il, été montrée à la gare de Berne il y a quelques années. Il s'agit d'un piano à queue suspendu. Et sans parler des pièces restées à l'état de projet, comme cette esquisse d'environnement sonore formulée par la MIVI des 70, ou une étude commandée par le Centre Pompidou pour une installation qui n'a jamais vu le jour. Mais, de manière décisive, les archives contiennent selon moi une surprise, qui à elle seule mériterait d'ouvrir une piste de recherche autonome, et c'est la figure d'Edith Schloss, absolument omniprésente dans la vie et l'œuvre de Curran, sans pour autant que son rôle n'ait jamais été souligné. Comme la figure emboîtée de mon terrain de recherche, c'est elle qui introduit Curran à l'art, qui est responsable en grande partie de sa sensibilité, de ses amitiés avec des artistes comme Giuseppe Chiari, Pistoletto. D'elle, il dira joliment qu'elle lui a appris à regarder le monde. Bien sûr, les archives révèlent d'autres figures récurrentes dans le parcours de Curran. Je pense notamment à Trisha Brown, Julian Beck et Judith Malina du Living Theatre, ou encore son ami d'enfance à Providence, le poète Clark Coolidge, avec qui de nombreuses collaborations existent et perdurent, mais aucune n'égale en importance la peintre et critique d'art Edith Schloss. Première épouse de Rudy Burgard, le cinéaste et photographe suisse-américain, collaborateur de Joseph Cornell. Elle fréquente d'abord les peintres de l'expressionnisme abstrait, elle est proche de Kooning, puis noue des amitiés durables à Rome avec Cy Twombly, Philip Guston, Francesca Woodman, Caroline Schneemann, etc. Et c'est pour elle qu'il réalise en 1964 sa première pièce de musique concrète, Water Music, à l'occasion d'une exposition d'aquarelles de Schloss dans une galerie romaine. C'est avec elle qu'il expose des partitions et aquarelles lorsqu'elle meurt à Rome en 2011. C'est elle qui traduit inlassablement les articles consacrés à son compagnon, qui écrit sur MIV, qui joue occasionnellement au sein de MIV, qui réalise des collages, affiches, pochettes de disques pour le groupe, conçoit l'artwork de l'ensemble des vinyles de Curran jusqu'au début des années 80. Si l'aisance avec laquelle Curran côtoie un univers d'artistes et se fraye régulièrement un chemin dans le monde de l'art sont un leitmotiv de cette recherche, il faut vraiment, je le pense, en attribuer la raison à l'existence d'Edith Schloss. Mais il est une autre collaboration qui est la cause d'un deuxième grand écart avec mes intentions premières, et c'est celle que j'ai menée depuis le début
avec Éric Baudelaire. Et je peux d'autant plus facilement en parler qu'Éric n'est pas là parmi nous. Pas plus que l'étendue des archives ou le spectre d'Edith Schloss, je n'avais anticipé que ma recherche bifurquerait à peine quelques jours après mon arrivée à Rome. Après une discussion avec Éric, qui se trouvait également à la Villa Médicis, mais pour un projet de film autour des Brigades Rouges. En l'espace d'une nuit, nos deux projets respectifs ont fusionné. Alvin deviendrait le sujet d'un film d'Éric, qui s'inscrirait dans un ensemble plus large, une trilogie encore en construction. Les entretiens non filmés, comme à son habitude, que l'on allait réaliser pour les besoins de mes recherches, serviraient de fil conducteur au film, celui que vous pourrez voir demain soir, dans cette pièce, tandis que la pièce, dans sa version installée, deviendrait une des formes abouties de la recherche en dialogue avec des vitrines d'archives, dont vous distinguez quelques images là. Les deux autres formes auxquelles je travaille encore étant, par ailleurs, l'édition des textes collectés d'Alvin et un coffret discographique présentant un échantillon de la centaine de bandes magnétiques de musique inédite pour le cinéma, la danse, le théâtre, etc., que j'ai numérisé. Alors d'autres formes ont bien sûr abouti, comme la publication d'un multiple, Cartoline Romane, un 7 pouces monoface que l'on pouvait emporter avec soi au sein de la dernière itération de l'exposition Take Me Amigos de Hans Ulrich Obrist à Rome, une installation présentée à la Villa Méditerranée à Marseille, etc. Mais c'est vraiment la collaboration avec Éric qui m'a permis peut-être de trouver l'espace le plus juste pour défendre la complexité d'une œuvre irréductible au seul spécialiste de musique. La rétrospective d'Éric au Crac de Sète en 2018 m'a offert un espace me permettant d'aborder les enjeux politiques, formels, de collaboration qui traversent l'œuvre d'Alvin, mais surtout de sortir Alvin de son statut de sujet de recherche en réactivant une installation sonore qui lui tenait à cœur, 20th Century, dont vous verrez des photos dans quelques instants. C'est par elle, cette installation que vous allez voir, que les visiteurs entraient d'ailleurs dans le centre d'art, dans la rétrospective. Et cette exposition, dont on voit des photos ici pour le volet archives, part désormais dans une expo collective consacrée à l'improvisation à la Kunsthalle de Bergen en janvier 2022, puis à Spike Island à Bristol au printemps 2022. Et d'ailleurs, pour cette dernière instance, l'exposition est annoncée comme une exposition de Éric et Alvin, avec Robert Lecky et moi dans le rôle de co-commissaire. Alors, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur la forme même de cette recherche que j'ai vraiment survolée, son caractère indéterminé. Je l'ai déjà dit, j'ai souvent éprouvé sur le moment quelques scrupules à me laisser distraire, à ne pas suivre de plan méthodique, à me référer à mes notes, voire à ne pas prendre de notes du tout de mes entretiens avec Alvin. Alors que, rétrospectivement, je me dis qu'en acceptant les embranchements heureux, en accueillant les imprévus, en collaborant activement avec Éric, je n'ai fait qu'adopter des manières de faire, épousant mon sujet, celui d'un improvisateur, plaçant au cœur de sa pratique la collaboration, prompte à atténuer ou rendre ambiguë la signature de l'entreprise. De la même manière que Curran puise dans sa bibliothèque de sons et de thèmes, son fakebook ou son journal sonore, pour recomposer et revisiter en permanence son travail. Par exemple, certaines des pièces que j'ai pu par exemple exhumer des bandes magnétiques ont servi d'amorce à de nouvelles pièces composées par Alvin depuis 2018. Un exemple heureux de ce que j'entendais initialement par une recherche qui active et modifie son propre sujet, un sujet en devenir. Alors, en préférant ne jamais précisément me situer entre art visuel, cinéma, musique, ou en refusant de choisir mon camp, d'énoncer de quel endroit je m'exprime, en tant qu'historien de la musique, ce que je ne suis pas, en tant que commissaire d'expo, ce que je ne pense pas être, en tant que co-auteur d'un film, ça m'étonnerait, en tant qu'analyste d'Alvin, une boutade qu'on avait souvent entre nous, je pense avoir persévéré dans une direction qui ressemble autant à Alvin qu'à ma propre dispersion. Et j'espère surtout avoir été fidèle jusqu'à présent à cette idée première qui était de rendre compte à la façon d'un corsaire de ce que j'avais intitulé une histoire romaine de la contrebande musicale. Merci.